Imaginez recevoir un appel qui pourrait changer votre vie. Au bout du fil, une voix autoritaire, celle du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, vous offre une opportunité unique. Investir dans la construction d'un aéroport international à Abuja, la toute nouvelle capitale du pays. Le projet à hauteur de 242 millions promet des retours énormes. Et pour sceller l'affaire, une commission de 10 millions de dollars vous est garantie. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire confiance à cette équipe de hauts fonctionnaires nigérians. C'est exactement ce qu'a vécu Nelson Sagaguchi, un cadre influent de la Banco Nordeste, l'une des plus grandes banques du Brésil. En 1995, il rencontre le supposé gouverneur à Londres. Des poignées de main sont échangées, des plans d'infrastructure très détaillés sont présentés et tout semble absolument parfait. Mais il y a un problème. Tout cela est un mensonge. Ce projet n'existe pas et le supposé gouverneur est en réalité Emmanuel Nwide, un ancien banquier brillant. Nwide a profité de la situation économique des années 90, une période où le Nigeria était en pleine transformation économique et politique. Cette époque était marquée par un fort engouement des investisseurs étrangers. En exploitant cette conjoncture, Emmanuel Nwide a conçu cette arnaque magistrale qui lui a apporté des centaines de millions de dollars. Bienvenue dans cette histoire d'ascension spectaculaire, ponctuée de conséquences dramatiques, des arrestations, des procès épiques et une descente aux enfers qui a marqué l'histoire de la criminalité financière. Pour comprendre comment Emmanuel Nwide a orchestré l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire, il faut remonter à ses origines modestes. Emmanuel serait né dans les années 50 à Lagos au Nigeria. Peu de détails précis subsistent sur son enfance, mais ce que l'on sait, c'est qu'il possédait une intelligence brillante et une ambition sans limite. Dès son plus jeune âge, il était déterminé à s'élever au-dessus des conditions de vie ordinaires et conquérir une richesse immense. Cette ambition l'a poussé vers le secteur bancaire, où il a rapidement gravi les échelons grâce à son esprit analytique et sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la finance. Il s'est distingué par son charisme, sa persévérance et une étonnante capacité à gagner la confiance de ses pairs. Avec le temps, il est devenu directeur à la Union Bank of Nigeria, une position prestigieuse qui lui a ouvert les portes des cercles influents. Mais pour Emmanuel, ce succès professionnel ne suffisait pas. Bien qu'il ait accédé à une vie confortable, il aspirait à quelque chose de plus grand, une richesse qui pourrait lui offrir un pouvoir immense et une influence durable. Cette ambition insatiable allait devenir la force motrice de ses actes. Les années 90 étaient une époque charnière pour le Nigeria. Le pays venait de déclarer Abuja comme sa nouvelle capitale, une décision stratégique visant à déplacer le pouvoir politique et économique loin de Lagos. Ce changement a créé une frénésie de développement économique, avec des projets d'infrastructures gigantesques en cours. Le gouvernement était préoccupé par la modernisation rapide du pays, en particulier avec la construction d'un aéroport international à Abuja pour en faire un hub mondial. C'est dans ce contexte que l'idée de son arnaque a commencé à germer dans l'esprit d'Emmanuel Nwide. Il a réalisé que cette période de transition est une opportunité unique de profiter de l'effervescence et de l'intérêt des investisseurs internationaux. Son expérience dans le secteur bancaire, combinée à son réseau dans le cercle financier, lui ont donné les outils pour concevoir un plan magistral. Et quel plan audacieux! Il allait vendre un aéroport qui n'existe même pas. C'est dans ce contexte d'ébullition économique qu'Emmanuel Nwide conçoit son coup de maître pour exploiter l'intérêt international suscité par les projets de développement du pays pour se faire des millions de dollars. Mais une idée brillante seule ne suffit pas à monter une arnaque de cette ampleur. Il fallait de l'audace, des compétences en manipulation et surtout une cible parfaite. Et cette cible, Emmanuel l'a trouvée. Nelson Sagaguchi. Nelson Sagaguchi était cadre à la Banco Nordeste, une grande banque brésilienne en pleine expansion. En quête d'opportunités d'investissement lucratives, Sagaguchi semblait être le candidat idéal pour tomber dans le piège. C'est ici que le génie d'Emmanuel entre en jeu. Le projet imaginé par Emmanuel reposait sur une fausse proposition d'investissement, la construction d'un aéroport international à Abuja. Pour donner vie à cette supercherie, il s'est entouré de 5 complices, chacun jouant un rôle stratégique dans l'arnaque. Ensemble, ils ont mis en place une campagne de communication digne d'une opération gouvernementale légitime. Premièrement, des lettres officielles signées au nom de Teristia William, un faux haut fonctionnaire du ministère nigérian de l'aviation, furent envoyées à des banques et investisseurs du monde entier. Ces lettres présentaient le projet d'aéroport comme une opportunité unique soutenue par le gouvernement nigérian. Les documents étaient truffés de détails techniques et financiers pour renforcer leur crédibilité. Puis vint le moment de cibler Nelson Sagaguchi. Lorsque celui-ci répondit favorablement à une des lettres, l'équipe passa à l'étape suivante, la rencontre en personne. Pour garantir le succès de leur plan,
Ils avaient besoin d'une illusion parfaite. Emmanuel endossa le rôle de Paul Oguoma, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria de l'époque. Ce détail était essentiel, car à l'époque, Internet n'était pas encore assez répandu pour vérifier l'identité des hauts fonctionnaires. Pour convaincre Sakaguchi, l'équipe mit en place une mise en scène extravagante à Londres. Lorsque Sakaguchi atterrit, une limousine l'attendait à l'aéroport. On le conduisit ensuite dans un hôtel 5 étoiles où une suite luxueuse avait été réservée à son nom. Tout cela bien entendu financé par les fonds de NUD et de son équipe. Lors de la réunion, Emmanuel, dans son rôle de gouverneur, présenta des plans détaillés de l'aéroport, soutenus par des forts rapports techniques et économiques. Chacun des complices jouait son rôle à la perfection. L'un se présentait comme le directeur de l'aviation civile, un autre comme le responsable des finances. Ensemble, ils créèrent une illusion si convaincante que Sakaguchi, charmé par leur charisme et impressionné par la présentation, était prêt à s'engager. Pour finaliser l'accord, Emmanuel expliqua à Sakaguchi qu'un dépôt initial de 3 millions de dollars était nécessaire pour garantir son engagement dans le projet. À ce stade, Nelson, persuadé de la légitimité de l'offre et motivé par la promesse d'une commission de 10 millions de dollars, accepta. Ainsi débuta l'une des escroqueries les plus audacieuses de l'histoire moderne. Un plan si bien conçu qu'il passa inaperçu pendant plusieurs années, laissant Emmanuel et ses complices profiter d'une fortune colossale. Une fois l'arnaque mise en place, Emmanuel Nwide et ses complices commencèrent à récolter le fruit de leur opération. Au cours des 3 années qui suivent la rencontre avec Nelson, celui-ci transféra progressivement la somme astronomique de 242 millions de dollars sur des comptes bancaires appartenant à l'équipe d'Emmanuel. Cet argent représentait une part considérable des actifs de la Banque Nord-Est. Avec une telle somme à leur disposition, Emmanuel et ses complices plongèrent dans une vie de luxe à couper le souffle. Avec les fonds dérobés, Emmanuel acquit des voitures de sport, des villas somptueuses et des bijoux d'une valeur inestimable. À Lagos, il devient une figure éminente de la haute société. Ses soirées extravagantes, remplies d'invités influents et des divertissements fastueux, devinrent légendaires. Ses complices eux aussi menèrent une vie de rêve, investissant dans des biens immobiliers et des entreprises autant qu'au Nigeria qu'à l'étranger. Cependant, Emmanuel était un homme intelligent, conscient que cette fortune pouvait être mise en danger s'il n'était pas correctement géré. Ainsi, une partie significative de l'argent fut blanchie par le biais d'investissements dans des entreprises et des actions. Les comptes étaient dispersés dans 17 banques situées dans différents pays, ce qui rendait le suivi des transferts financiers presque impossible. Pendant ce temps, Nelson Sakaguchi, bien qu'enthousiasmé par son implication dans un projet aussi grandiose, commença à ressentir des doutes. Les retards dans la prétendue construction de l'aéroport éveillèrent ses soupçons. Emmanuel et son équipe étaient toutefois prêts à apaiser ses craintes à chaque instant. Des documents falsifiés, des photos truquées et des rapports de progrès furent régulièrement envoyés à Nelson pour le rassurer. Emmanuel, jouant toujours le rôle de gouverneur de la Banque centrale, n'hésitait pas à le contacter directement pour maintenir sa confiance. Mais les premiers signes de fissure apparurent dans la machine bien huilée d'Emmanuel. En 1997, la Banco Santander, une grande banque espagnole, entama des négociations pour l'acquisition de la Banco Nord-Est. Lors de l'audit financier préalable à la transaction, les auditeurs espagnols détectèrent un trou inexplicable dans les comptes de la banque brésilienne. Ce trou était estimé à 242 millions de dollars, la somme exacte que Nelson avait transférée à Emmanuel et ses complices. L'audit de la Banco Santander jetant un éclairage cru sur les transactions de Nelson. L'équipe dirigeante de la Banque Nord-Est exigea des explications, mais Nelson chercha à gagner du temps, espérant que tout finira par rentrer dans l'ordre. Malheureusement pour lui, le mal était déjà fait. Les suspicions sur l'origine de cette perte massive d'argent se propagèrent rapidement, attirant l'attention des autorités locales et internationales. C'est à ce moment que l'empire d'Emmanuel commença à vaciller. Bien qu'il ait réussi à masquer ses activités pendant plusieurs années, la pression croissante des enquêteurs allait bientôt faire tomber le rideau sur son arnaque. En 1998, les conséquences de l'escroquerie d'Emmanuel commencèrent à se répercuter à l'échelle internationale. Suite à la découverte du trou de 242 millions de dollars dans les comptes de la Banque Nord-Est, les enquêteurs internationaux lancèrent une investigation massive pour comprendre où était passé cet argent. Rapidement, toutes les pistes menèrent au Nigeria, où les activités suspectes d'Emmanuel et de ses complices furent mises au grand jour. Au départ, les banques et les autorités nigériennes se montrèrent réticentes à coopérer. La corruption était endémique dans le pays et Emmanuel avait utilisé une partie de ses gains pour graisser
redresser les rouages du système afin de protéger son empire frauduleux. Mais les pressions exercées par les banques brésiliennes, espagnoles et les institutions internationales finirent par forcer la main des autorités locales. L'enquête révéla une énorme opération de blanchiment d'argent. Les fonds volés avaient été dispersés dans 17 banques situées dans différents pays et réinvestis dans des biens immobiliers et des actions. Cette stratégie, bien que brillante, ne fut pas suffisante pour cacher les preuves du crime. En 2002, après plusieurs années d'enquête, Emmanuel Nwide et 5 de ses complices furent arrêtés. Cette arrestation marqua un tournant dans la lutte contre la corruption au Nigeria. Emmanuel fut inculpé pour fraude, blanchiment d'argent et escroquerie à grande échelle. Les médias s'emparèrent de l'affaire, qui devint rapidement un sujet brûlant. Le procès ouvert en 2003 fut l'un des plus médiatisés de l'histoire du Nigeria. Il symbolisait à la fois l'ampleur de la corruption dans le pays et la volonté des autorités à s'attaquer aux fraudeurs, quelle que soit leur influence. Lors du procès, Emmanuel et ses complices adoptèrent une stratégie d'intimidation et de corruption. Des témoins furent menacés et des membres du jury furent soudoyés. Les manœuvres d'Emmanuel étaient si flagrantes que le juge a dû suspendre le procès et le déplacer dans une autre ville pour garantir son impartialité. Malgré tous ses efforts pour échapper à la justice, Emmanuel fut accablé par les preuves accumulées contre lui. Nelson Sagaguchi, la victime principale, fut appelé à la barre et témoignant en détail des mécanismes de l'arnaque, des rencontres à Londres et aux faux documents fournis par Emmanuel et son équipe. En 2005, Emmanuel fut condamné à une peine de 5 ans de prison et à restituer une partie des fonds volés. Une somme de 120 millions de dollars fut récupérée par les autorités, bien que cela ne représentait qu'une fraction de l'argent dérobé. Ces biens, y compris des maisons de luxe et des actions, furent saisis. Malgré la condamnation d'Emmanuel à 5 ans de prison en 2005, son histoire était loin d'être terminée. Réputé pour sa ruse et son habileté à manipuler les systèmes, Emmanuel trouva rapidement le moyen de se frayer un chemin hors des murs de la prison. Grâce à des relations influentes et des pots de vente stratégiques, il fut libéré après avoir purgé moins de 2 ans de sa peine. Mais cette liberté conditionnelle était le prélude à de nouveaux épisodes sombres de sa vie. En sortant de prison, Emmanuel disposait encore d'une partie de sa fortune. Les autorités avaient saisi certains de ses biens et récupéré 120 millions de dollars. Mais une somme significative est restée cachée à travers des investissements complexes et des comptes offshore. Avec son intelligence et ses compétences en finance, Emmanuel récupéra rapidement près de 50 millions de dollars, principalement grâce à ses actifs immobiliers dispersés dans le monde entier. Plutôt que de s'éloigner des problèmes, il choisit de renouer avec son style de vie ostentatoire. Il reprit le rôle de figure influente à Lagos, organisant des événements somptueux et réaffirmant son statut de magnat du monde des affaires. Cependant, cette réapparition attira de nouveau l'attention des autorités et de ses détracteurs. En 2016, il fut impliqué dans un conflit foncier majeur dans la région d'Anambra au Nigeria. Ce litige portait sur la propriété d'une parcelle de terrain stratégique. Fidèle à ses habitudes, Emmanuel ne recula devant rien pour asseoir son autorité. Selon les rapports, il aurait envoyé plus de 200 hommes armés pour intimider la communauté locale et revendiquer la propriété des terres. Cette escalade de violence a eu des conséquences dramatiques. Des affrontements éclatèrent, conduisant à la mort d'un agent de sécurité et de plusieurs membres de la communauté. Ces événements ont choqué l'opinion publique et attirèrent une nouvelle fois l'attention des autorités nigérianes. Face à l'ampleur des violences, Emmanuel fut arrêté et accusé de meurtre, d'incitation à la violence et d'usurpation de propriété. Cette fois, l'affaire prit une tournure encore plus sérieuse. Les autorités étaient déterminées à le traduire en justice pour mettre fin à ces abus de pouvoir répétés. Cependant, Emmanuel restait Emmanuel. Même derrière les barreaux, il chercha des moyens d'échapper à la justice. Des rapports suggèrent qu'il tenta de soudoyer des fonctionnaires et d'intimider des témoins pour affaiblir le dossier contre lui. Cette affaire toujours en cours montre que malgré ses déboires, Emmanuel Nwide demeure un personnage insaisissable. Les amis, nous arrivons à la fin de cette histoire. Si vous avez des impressions ou des avis sur cette vidéo, laissez un commentaire, ça m'intéresse toujours de vous lire. Pensez aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout à la partager autour de vous. Merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête passionnante.